Hey, est-ce que vous aimeriez contrôler une planète entière? Moi, j'aimerais bien. En fait, je le fais déjà techniquement, en utilisant les pouvoirs magiques de la gravitation. Parmi les 4 forces fondamentales de la physique, la gravitation est la plus faible. Et c'est plutôt facile de s'en rendre compte. Cette petite météorite est immobile, parce que la table juste en dessous l'empêche de tomber directement vers le centre de la Terre. S'il n'y avait pas la table, elle tomberait sur le sol, mais ça a le même effet. Le support est juste un obstacle, sans quoi elle chuterait continuellement vers le centre de notre planète. Pourtant, il m'est facile d'empêcher d'attirer la Terre entière ces petits objets, en le retenant simplement avec mes doigts. Vous n'avez pas besoin d'être un super-héros pour maîtriser les pouvoirs de l'influence gravitationnelle. Par exemple, si je décide de sauter le plus haut possible, la Terre va me rattraper en moins d'une seconde, parce que j'ai pas la vélocité suffisante pour m'extirper de la planète. Pour ça, il faut atteindre la vitesse faramineuse de 40 000 km/h. Mais tout comme la planète m'attire, j'attire également la planète vers moi. De pas beaucoup, à peine 1 milliardième de la taille d'un proton. C'est ridiculement petit, mais néanmoins réel. Vous pouvez avoir une influence réelle sur la Terre entière. Mais c'est pas très intuitif. Si contrôler une planète signifie la dévier avec une distance tellement ridicule qu'elle en devient négligeable, c'est pas très intéressant. C'est un petit peu comme le voyage interstellaire. Nous avons acquis la capacité de traverser la galaxie entière. Il suffit juste d'envoyer une sonde à 15 fois la vitesse du son et d'attendre des millions d'années avant de croiser une autre étoile. Mais il s'agit là du voyage interstellaire chiant. Les gens s'imaginent plutôt parcourir la Voie lactée à la vitesse de la lumière, ou bien à certains jeux comme Mass Effect ou Starfield. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée... Non, je déconne. Pour pouvoir contrôler la planète, ou en tout cas contrôler ce qui se passe dessus, il faut en être le propriétaire ultime. Sauf que ça n'existe pas, et d'ailleurs, personne n'acceptera l'idée d'avoir la planète entière être contrôlée par quelqu'un. D'ailleurs, peut-on seulement devenir propriétaire d'un objet céleste? Oui et non. En fait, ça dépend de l'autorité à laquelle vous vous référez. L'astre naturel le plus proche de la Terre est la Lune, et nombreux sont ceux ayant tenté de l'acquérir par tous les moyens possibles. Et puisqu'on ne peut pas spontanément s'y rendre, à moins d'avoir une Saturne V ou une SLS sous le coude, on peut tenter de la conquérir administrativement, ou en usant de son autorité. En 1936, un homme nommé Dean Lindsay se proclame officiellement propriétaire de la Lune et de tous les objets célestes dans l'univers observable. Si vous voulez en acquérir quelques-uns, c'est simple, il suffit juste de lui en acheter. 13 ans plus tard, l'auteur James Mangan déclare lui être propriétaire de tout ce que Dean Lindsay ne possède pas, c'est-à-dire le vide spatial en lui-même. Il va même créer son propre pays, Celestia, d'une superficie, ou plutôt d'un volume, équivalent à celui de l'univers observable. Mangan va même demander à plusieurs dizaines d'ambassades différentes dans le monde entier de reconnaître son pays. Sauf que personne ne le fait. Aucun traité ou ratification ne le permet. Pour pouvoir le faire, il faut être inattaquable. Et parmi les gens un petit peu barjots que je viens de vous présenter, mon préféré reste quand même Genardo Garardo Vera. En 1953, cet avocat chilien passionné de musique et de poésie veut devenir membre du club social de Talca, une ville au sud de son pays. Sauf que l'une des conditions pour y entrer, c'est de devenir propriétaire terrien. Ce que n'est pas Gajardo. Il se trouve que la loi chilienne autorise à posséder une terre qui n'a jamais été exploitée ou découverte auparavant. La Lune devient le parfait exemple, parce que personne ne pourra contester le fait qu'aucun être humain y est allé, du moins à l'époque. Devant le notaire de la ville de Talca, il déclare vouloir officiellement devenir propriétaire de la Lune et être enregistré comme tel. En payant la somme demandée, Gajardo possède la Lune parce que la loi chilienne l'autorise. Et c'est comme ça qu'il pourra rejoindre son club privé. D'ailleurs, voici ce que dit le registre. Genaro Gajardo Vera, avocat, poète, propriétaire du seul satellite naturel de la Terre, ayant un diamètre de 3475,98 km, appelé la Lune, et dont les limites, étant un objet sphérique, sont le nord, le sud, l'est et l'ouest, dans l'outre-espace.
Bien entendu, Gajardo n'ira jamais visiter sa possession, mais il n'en est pas moins légitime aux yeux de son pays. Pourtant, en 1967, le Chili, avec une centaine d'autres pays, signe le traité de l'espace, qui stipule qu'aucun objet céleste ne doit être soumis à l'autorité de quiconque. 2 ans plus tard, quelques jours avant la mission Apollo 11, il déclare dans une interview que la loi de son pays est intrinsèquement supérieure à n'importe quel traité international. Selon le bouquin The Man Who Sold the Moon, une légende voudrait que Richard Nixon lui-même aurait été forcé de demander à Gajardo l'autorisation officielle d'envoyer 2 citoyens américains à la surface de la Lune et un 3e en orbite autour. Cette déclaration n'a jamais été confirmée par le gouvernement américain. La propriété de Gajardo ne fait sens pour personne, à part le notaire de sa ville. Mais alors, qui croire? Le traité de l'espace ou bien la loi d'un pays? 54 ans après, on n'a toujours pas la réponse. Parce qu'en fait, les deux sont valides. Néanmoins, après le décès de Gajardo en 1998, d'après son testament, il lègue ses possessions, notamment la Lune, à tous les citoyens du Chili. Donc, selon cette logique, la Lune appartient au Chili. Vouloir impressionner le notaire n'a pas été la seule motivation de Gajardo. Son objectif était aussi symbolique, qu'il qualifiera lui-même de protestation poétique. Mais qu'importe, ce genre de revendications ne sont jamais reconnues par des tiers officiels. C'est pour ça que vous ne devez jamais faire confiance à tous ces sites internet qui prétendent vous vendre des bouts de Lune, de Mars ou même de Soleil. La seule exception valable, ce sont les météorites. Elles viennent certes de l'espace, des astéroïdes, de la Lune, mais elles ont été découvertes sur Terre. C'est pas un objet céleste. Acheter des bouts de Lune elles-mêmes n'est pas autorisé. On peut même pas en avoir une parcelle. Ce serait comme vouloir acheter de la mer. Littéralement. L'espace, le vide spatial et tous les objets célestes font partie des eaux internationales, adoptant ainsi le langage marin. Techniquement, la Station spatiale internationale est littéralement le navire le plus cher jamais construit par l'homme, même s'il a été assemblé en orbite. Quoi? Vous vous en doutez? Attendez, il y a un capitaine à bord, et si jamais vous voulez la rejoindre, vous devez vous amarrer. D'ailleurs, s'il vous prend l'envie de faire un petit tour avec un Soyouz amarré sans l'autorisation de personne, c'est techniquement considéré comme un acte de piraterie. Mais pour en revenir aux proprios de la Lune, à votre avis, quel est leur point commun à tous? Qu'est-ce qui les relie? Ils ont tous décidé d'acquérir la Lune. Ils ont décidé de vouloir la posséder. Ils ont eu envie d'en être le propriétaire. Ils ont clamé à tout le monde « Hey, tu vois ce machin dans le ciel? Il m'appartient ». Soit pour asseoir une influence, soit pour revendre des parcelles à des crédules, soit pour faire des expériences sociales un poil égocentriques. Mais que se passe-t-il quand ça n'est pas le cas? Que se passe-t-il lorsque vous possédez la Lune de facto selon un certain corpus de loi, sans même le proclamer, sans même tenter de l'acquérir, sans même le savoir? Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé avec le diocèse d'Orlando. En 1917 a été proclamé le Codex Iuris Canonici, un corpus de loi qui centralise tous les règlements liés à l'Église catholique. Dans ce code, il est expliqué que tout territoire venant d'être découvert ou exploré pour la première fois tombe sous la régence de l'endroit où l'expédition est partie. Si vous partez de New York en bateau et découvrez une île déserte, elle tombe sous la direction de l'évêque de New York. En 1968, William Borders est nommé évêque de la ville d'Orlando, qui couvre une grande partie de la Floride, y compris Cap Canaveral, la base de lancement de la NASA pour les missions spatiales. Le 16 juillet 1969, un an plus tard, la Saturne V emmène l'équipage d'Apollo 11 vers la Lune. Et selon la loi canonique de 1917, puisque les astronautes sont en quelque sorte des explorateurs, Apollo est retenu comme une série d'expéditions. Selon cette logique, puisque l'équipage d'Apollo 11 est parti de Cap Canaveral, qui appartient au diocèse d'Orlando, la Lune appartient de facto à William Borders, sans même qu'il le sache en premier lieu. Ce qui est plutôt ironique quand on sait qu'il avait visité les installations de Cap Canaveral la veille du lancement, le 15 juillet. Quelque temps plus tard, lors d'un séjour au Vatican,
Il eut l'occasion de rencontrer le pape Paul VI, et lors d'une brève conversation, lui aurait dit « Vous savez, je suis l'évêque de la Lune ». Si on suit cette logique, l'intégralité de tous les objets spatiaux envoyés depuis Cap Canaveral, dont les rovers sur Mars et donc Mars elle-même, appartiendrait au diocèse d'Orlando. Si jamais on considère les robots, les machines, comme des explorateurs ou des représentants officiels de l'humanité. La sonde Cassini, lancée depuis la même base en 1997, s'est disloquée dans la haute atmosphère de Saturne en 2017 à la fin de sa mission. Elle est littéralement entrée en contact avec Saturne. Doit-on considérer la géante gazeuse comme étant la propriété du diocèse d'Orlando? Pas vraiment. Ce code datant de 1917 n'a aucune autorité au sein de la communauté internationale. D'ailleurs, il est même devenu obsolète à partir de 1983. L'actuel évêque, John Noonan, ne se considère d'ailleurs même pas comme le propriétaire de notre satellite. Bien entendu, d'autres personnes tenteront par tous les moyens d'acquérir la Lune. Mais ça ne servira à rien parce qu'elle n'appartient à personne. Le traité de l'espace est certes imparfait et il y a beaucoup de flou juridique, mais il a au moins le mérite de clarifier une chose. On dit souvent que l'espace appartient à tout le monde, mais c'est faux. L'espace n'appartient à personne, parce que personne ne peut en être le souverain légitime, y compris le vide spatial. On peut emprunter son passage, mais on ne peut pas le détenir. Et en attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres épisodes. À la prochaine!